Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Genèse et influence politique de la Sturmabteilung, SA, et ascension du nazisme. La Sturmabteilung, SA, était une organisation paramilitaire très influente du NSDAP. Elle joua un rôle prépondérant dans l'accès au pouvoir de Hitler. Les membres de la SA étaient souvent appelés les chemises brunes, en raison de la couleur de l'uniforme qu'ils portaient à compter de 1925. Le terme Sturmabteilung venait des troupes d'assaut spéciales, qui furent utilisées par l'Allemagne notamment lors de l'offensive de mars 1918. Appuyant de grands groupes d'armées, les SA de la fin de la Première Guerre mondiale étaient organisées en équipes réduites de quelques soldats. Elles permirent aux Allemands d'obtenir, grâce à leur mobilité et leur souplesse d'utilisation, quelques succès militaires et de repousser les troupes britanniques et françaises de plusieurs dizaines de kilomètres. Hitler créa la SA nazie à Munich en 1921 en réunissant d'anciens combattants, des officiers désœuvrés et mécontents, des membres des corps francs Freikorps, issus généralement de mouvements proches des courants socialistes non marxistes. Il plaça la SA sous l'autorité de son camarade Ernst Röhm. Le capitaine Röhm était une figure des milieux nationalistes bavarois. Il avait été gravement blessé le 2 juin 1916 lors de l'assaut de l'ouvrage de Thiaumont, Belgique, l'une des fortifications que comprenait la ceinture de Verdun, et il en conservait une large cicatrice qui s'étendait du nez jusqu'au menton et qui ajoutait une note particulière à la légende du personnage. Après la guerre, Röhm servit dans un corps franc et lutta farouchement contre les spartakistes. Ce fut au cœur de cette mouvance nationaliste qu'il noua des liens avec Hitler. Les deux hommes avaient fait connaissance à l'automne 1919 par l'intermédiaire du capitaine Karl Mayer, 1883-1945. Röhm faisait partie de l'assistance lorsqu'Hitler prit la première fois la parole lors d'une réunion du DAP, le 16 octobre 1919. Ensuite, ils se rencontrèrent à nouveau dans le cadre des réunions du club Point de Fer, fondé par Röhm qui regroupait des officiers ultranationalistes. Peu à peu Hitler et Röhm devinrent proches. À cette époque, Röhm était chargé d'armer les unités de volontaires et de défense civile, à Einwohnerwehr, en Bavière. Au commencement, la SA était nommée section de gymnastique, Turnabteilung, jusqu'au 5 octobre 1921 avant de prendre son nom définitif et elle faisait office de service d'ordre lors des rassemblements du NSDAP, puis elle prit rapidement une importance de plus en plus grande dans l'organisation du parti. La SA fut à l'origine de très nombreux actes de violence au cœur des années 1920, notamment lors de rudes combats de rue contre des groupes communistes comme le Rot-Front-Kämpferbund, union de défense du Parti communiste allemand, ou encore en perturbant des réunions politiques d'autres groupes nationalistes. Ainsi, le 14 septembre 1921, des membres de la SA semèrent la pagaille dans une réunion de la Ligue monarchiste bavaroise, ce qui entraîna son lot de violences et de blessés. Une plainte fut déposée contre Hitler à la suite de ces échauffourées. Le 12 janvier 1922, Hitler fut ainsi condamné à 3 jours de prison pour coups et blessures. Ensuite, la SA fut même interdite à l'issue du putsch de la brasserie que Hitler avait conduit à Munich les 8 et 9 novembre 1923, avant d'être à nouveau autorisée quelques mois plus tard. Hitler développa dans Mein Kampf les missions dévolues à la SA au sein du mouvement nazi, ainsi que la façon dont elle s'était comportée en quelques occasions majeures et l'essor futur qu'il escomptait pour ces unités chères à son cœur. Si la SA ne devait être ni une organisation de défense militaire, ni une association secrète, il fallait tirer de cela les conséquences suivantes. 1. Leur entraînement devait avoir lieu non pas sous l'angle de leur utilité militaire, mais sous celui de leur conformité aux intérêts du parti. 2. Pour empêcher dès l'abord que la SA revête un caractère secret, il faut que, indépendamment de son uniforme auquel tous peuvent immédiatement la reconnaître, ses effectifs par leur nombre même soient utiles pour le mouvement et connus de tous. Elle ne doit pas siéger en secret. Pour préserver aussi son esprit de toutes les tentations de nourrir son activité par de petites conspirations, on devait dès le début l'initier complètement à la grande idée du mouvement et l'entraîner si entièrement à la tâche de la défense de cette idée, que son horizon s'élargirait aussitôt et que chacun de ses membres ne verrait plus sa mission dans l'élimination de tels filous plus ou moins grands,
mais le don total de soi en vue de l'édification d'un nouvel État national-socialiste et raciste. 3 degrés. Les formes de l'organisation de la SA, ainsi que son uniforme et son équipement, ne devaient pas suivre les modèles de l'ancienne armée. Elle devait se conformer aux besoins de la tâche qui lui incombait. Ces idées qui me servaient de directive déjà dans les années 1920 et 1921, et que je m'efforçais d'inoculer peu à peu à la jeune organisation, eurent pour résultat le fait que dès la fin de l'été 1922, nous possédions un nombre appréciable de centuries qui reçurent, en automne 1922, l'habillement qui les distinguait. 3 événements eurent une importance infinie pour le développement ultérieur de la SA. 1 degré. La grande démonstration de toutes les associations patriotiques contre la loi de défense de la République sur le Königsplatz à Munich. Les associations patriotiques de Munich avaient alors lancé l'appel de se réunir pour une manifestation gigantesque à Munich, pour protester contre l'introduction de la loi de défense de la République. Le mouvement national-socialiste devait y participer aussi. Le défilé du parti, en rang serré, s'ouvrit par les 6 centuries de Munich, suivi par les sections politiques du parti. Les membres des associations de protection rouge républicaine, qui essayèrent d'agir par la terreur contre les colonnes en marche, furent dispersés, la tête ensanglantée en quelques minutes par les centuries des SA. Le mouvement national-socialiste a montré alors pour la première fois qu'il était décidé à l'avenir à prétendre défiler dans la rue, et à arracher ainsi ce monopole des mains des traîtres internationaux et des ennemis de la patrie. Le résultat de cette journée fut une preuve incontestable de ce que nos conceptions sur la structure de la SA étaient bonnes, tant au point de vue psychologique qu'au point de vue de l'organisation. Elle fut donc élargie énergiquement sur les bases qui lui avaient apporté le succès, et peu de semaines plus tard, nous avions mis sur pied une quantité double de centuries. 2 degrés. L'expédition à Cobourg en octobre 1922. Les ligues racistes avaient l'intention d'organiser à Cobourg ce qu'elles nommaient un congrès allemand. Pour m'accompagner, je désignai 800 hommes de la SA qui, divisés en 14 centuries, devaient être transportés de Munich par un train spécial à Cobourg. Des ordres correspondants furent donnés aux autres groupements de SA national-socialistes qui s'étaient formés entre-temps dans d'autres localités. Quand nous arrivâmes en gare de Cobourg, nous fûmes reçus par une délégation du comité des fêtes du Congrès, qui nous transmit un ordre intitulé « Compromis », des syndicats locaux, ainsi que du Parti socialiste indépendant et du Parti communiste, qui stipulait que nous ne devions pas entrer dans la ville ni drapeau déployé, ni musique en tête, ni en colonne serrée. Je rejetai séance tenante ces humiliantes conditions, et je ne manquai pas de faire entendre à messieurs les dirigeants de cette manifestation que le fait d'avoir engagé des pourparlers et d'avoir conclu des compromis avec la municipalité socialiste me paraissait surprenant, et je déclarai que les centuries de la SA allaient aussitôt se mettre en rang et marcher dans la ville, avec leurs fanfares et drapeaux déployés. Et c'est ce qu'on fit. Comme les cris et les exclamations insultantes ne pouvaient faire perdre leur sang-froid à nos centuries, ces représentants du vrai socialisme, de l'égalité et de la fraternité eurent recours aux pierres. Alors notre patience fut à bout et des coups tombèrent comme grêle à droite et à gauche. Un quart d'heure plus tard, plus rien de rouge n'osait montrer le bout du nez dans les rues. La presse bourgeoise en général fut piteuse ou lâche comme toujours, et seuls quelques journaux sincères se réjouirent qu'au moins à Cobourg on eût su donner enfin sur les doigts aux bandits marxistes. À Cobourg même, du moins une partie des ouvriers marxistes, celles que nous considérions comme égarées, avaient appris par l'enseignement des points des ouvriers nationaux socialistes, que ces ouvriers aussi luttaient pour des idéaux, car on sait par l'expérience qu'on ne se bat que pour ce qu'on croit et ce qu'on aime. La SA elle-même en retira le plus grand profit. Elle crut si rapidement qu'au congrès du parti, le 27 janvier 1923, déjà près de 6000 hommes purent participer à la consécration du drapeau. À cette occasion, les premières centuries parurent entièrement habillées de leur uniforme nouveau. L'expérience de Cobourg avait démontré à quel point il était essentiel d'introduire une tenue uniforme pour la SA, non seulement pour fortifier l'esprit de corps, mais aussi pour éviter des confusions et comme signe de reconnaissance. Jusqu'à présent, ils ne portaient que des brassards. Maintenant s'y ajoutèrent la vareuse et la casquette bien connue. L'expérience de Cobourg eut encore cette importante conséquence.
nous commençâmes à briser méthodiquement la terreur rouge dans toutes les localités où celle-ci avait depuis des années empêché toute réunion d'autres partis, et à rétablir la liberté de réunion. À partir de ce moment, nous avons concentré nos bataillons nationaux socialistes dans de telles localités, et peu à peu les citadelles rouges de la Bavière tombèrent l'une après l'autre devant la propagande nationale socialiste. La SA s'est toujours de plus en plus adaptée à sa tâche. Elle s'est éloignée de plus en plus du type d'un mouvement de défense sans but et sans importance vitale, et elle se haussa jusqu'au rôle d'une organisation vivante de combat pour la création d'un nouvel État allemand. Le développement logique se poursuivit jusqu'au mois de mars 1923. À ce moment se produisit un événement qui me força de faire dévier le mouvement de la voie établie et de l'amener à une transformation. 3 degrés L'occupation du territoire de la Ruhr par les Français, dans les premiers mois de l'année 1923, eut une grande importance pour le développement de la SA. L'occupation de la Ruhr, qui ne fut point une surprise pour nous, fit naître l'espoir bien fondé que maintenant, on allait rompre avec la politique lâche des reculades et qu'on devait assigner aux lignes de défense une tâche parfaitement définie. La SA aussi, qui comptait alors dans ses rangs plusieurs milliers d'hommes jeunes et pleins de force, ne pouvait se refuser de prendre part à ce service national. Au printemps et au cours de l'été de l'année 1923, s'accomplit sa transformation en une organisation militaire de combat. C'est à cette réorganisation qu'il faut attribuer, en grande partie, le développement ultérieur des événements de l'année 1923 en ce qui concerne notre mouvement. Comme je traite autre part, les événements de l'année 1923, je veux seulement établir que la transformation de la SA de cette époque devait être nuisible pour le mouvement, si les conditions qui motivaient cette réorganisation, c'est-à-dire la reprise d'une résistance active contre la France, ne se trouvaient pas remplies. La conclusion de l'année 1923, si terrible que cela puisse paraître à première vue, fut presque nécessaire en se plaçant à un point de vue supérieur, parce qu'elle a empêché la transformation définitive de la SA, rendue inutile par l'attitude du gouvernement allemand et nuisible pour le mouvement lui-même. Aussi reprit-on la marche dans la même voie dont on s'était écarté. Le parti, réorganisé en 1925, doit reconstruire sa SA suivant les principes indiqués au début. Il doit retourner aux saintes conceptions initiales, et il doit considérer de nouveau comme sa tâche la plus essentielle, de créer dans sa SA un instrument pour la représentation et le renforcement de la lutte pour l'idéal du mouvement. Il ne doit pas tolérer que la SA se rabaisse au rôle d'une ligue de défense ou d'une association secrète. Il doit au contraire s'efforcer de créer en elle une garde de 100 000 hommes pour l'idéal national-socialiste et raciste. Le 3 avril 1924, sous le nom de Légion des combattants Frontbahn, Röhm redonna vie à la SA interdite depuis le putsch de la brasserie et le 27 février 1925, il fut chargé de réorganiser la SA selon les vœux de Hitler. Peu après, la SA devait redevenir une troupe d'appui du parti nazi et une structure d'entraînement à l'attention des jeunes militants, une armée politique, comme elle l'était avant son intégration au paysage paramilitaire de Bavière au début 1923. Ce fut là un point majeur de désaccord entre Hitler et Röhm, ce dernier désirant que la SA restât une organisation paramilitaire. Le 16 avril 1925, rejetant la nouvelle stratégie légaliste de Hitler, Röhm rompit alors les ponts, se retira du NSDAP et partit chercher l'aventure en Bolivie. Hitler attendit un peu plus d'une année avant de proposer la réorganisation de la SA à Franz Pfeffer von Salomon, 1888 à 1968, au milieu de l'automne 1926. Salomon était un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il fut connu pour avoir organisé un mouvement de résistance afin de stopper l'occupation française de la Ruhr. Il était Gauleiter de Haute-Bavière. Hitler fit de Salomon le commandant de la SA après la conférence de Bamberg, Bamberger Führertagung, en 1926. En mai 1927, Hitler prononça un discours offensif à l'attention des SA en rébellion contre Salomon. À l'issue de son discours, Hitler rejoignit les hommes groupés au pied de l'estrade et serra la main de chacun d'eux, les obligeant de la sorte à renouveler leur serment de loyauté envers lui. Finalement, Salomon fut remercié en 1930 en raison de désaccords avec Hitler sur le rôle de la SA,
mais également en raison de son incapacité à empêcher Walter Sten, 1895 à 1989, commandant de la SA de Berlin, d'occuper brièvement les bureaux du NSDAP dans la capitale suite à des divergences de vues au sujet de la place de la SA dans le mouvement nazi. Après le renvoi de Salomon, Hitler prit lui-même le commandement suprême de la SA. La SA comptait à l'origine deux tendances, celle anticapitaliste et de gauche de l'Allemagne du Nord, et une seconde, la base du mouvement située à Munich, moins orientée dans ses considérations idéologiques. Bien entendu, la création de cette milice correspondait parfaitement à l'état de la société allemande de l'immédiate après-guerre gangrenée par la violence politique et le sombre chaos lié aux multiples actions révolutionnaires et contre-révolutionnaires. La République de Weimar fut en effet marquée, surtout lors des premières années par de nombreux événements comme la révolte spartakiste, le putsch de Kapp, les insurrections communistes, les meurtres politiques perpétrés par l'organisation Consul. L'essor de la SA fut largement favorisé par les conséquences de la terrible crise de 1929, le chômage endémique et ses corollaires qui s'abattirent sur l'Allemagne. La violence de la SA qui avait accompagné l'ascension politique de Hitler et du NSDAP dans les années 1920 ne diminua pas au début des années 1930. En juin 1932, par exemple, plus de 400 batailles de rue secouèrent les grandes villes allemandes en laissant derrière elles 82 morts et plus de 400 blessés graves. Ces violentes bagarres de rue entre la SA et ses opposants communistes furent l'un des éléments qui aboutirent à un rejet de la République de Weimar par la population allemande, même s'il ne fut pas le seul élément ni le principal. Cette violence récurrente aboutit néanmoins à la prise de mesures autoritaires décidées par le chancelier Franz von Papen, 1879 à 1969, durant la deuxième quinzaine du mois de juillet à la plus grande satisfaction de Hitler. Fidèle de Hitler depuis l'origine, Ernst Röhm, qui tutoyait le Führer, fut rappelé le 30 novembre 1930 par son vieux camarade afin de reprendre en main la destinée de la SA, suite à la démission de Franz Pfeffer von Salomon et à l'intérim de Otto Wagener, 1888 à 1971. Röhm souhaitait imprimer sa marque à la SA, la forger à son image, et en faire une organisation capable d'influer réellement sur la politique suivie par le NSDAP. Röhm caressait le projet de rendre la SA incontournable, et espérait lui voir jouer un rôle majeur d'aiguillon dans la mise en place d'une politique socialisante du NSDAP à laquelle de si nombreux chômeurs, ouvriers, paysans et laissés pour compte de la société allemande, si profondément atteinte par la crise économique, étaient attachés. Initiateur de l'idée de fusionner la Reichswehr et la SA au bénéfice de cette dernière, et partisan de la mise en place d'une révolution sociale menée parallèlement à la Révolution nationale, Röhm draina dans son sillage de nombreux hommes qui se reconnaissaient dans ses objectifs. Mais la SA permit aussi au NSDAP de pénétrer au cœur des quartiers ouvriers des grandes villes allemandes. Enfin, la violence contrôlée faisait de la SA un facteur politique indépendant de l'arithmétique parlementaire et de ce fait, aucun gouvernement ne pouvait ignorer la force de Hitler, puisque celui-ci pouvait à tout moment porter le désordre dans les rues. La SA était bien une armée politique qui pouvait devenir un facteur de guerre civile. Si les élections législatives de 1928 avaient permis l'élection au Reichstag de 153 députés du SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschland, le Parti social-démocrate d'Allemagne, les suffrages, à partir de 1929, se portèrent davantage vers des partis extrémistes. En mai 1929, le NSDAP obtint aux élections au Landtag de Saxe le double de voix que l'année précédente. En 1929, le NSDAP comptait déjà 120 000 adhérents, en 1930 210 000. En janvier 1930, Wilhelm Frick, 1877 à 1946, fut le premier national-socialiste à décrocher le pouvoir en obtenant le poste de ministre de l'Intérieur et de l'Éducation du Land de Thuringe. Le 6 janvier 1930, le président Hindenburg sonda Alfred Hugenberg, 1865 à 1951, le leader du DNVP, Deutsche National Volkspartei, le Parti national du peuple allemand, afin d'essayer de savoir si les nationaux allemands accepteraient d'apporter un soutien direct ou indirect à un cabinet constitué par le président du Reich, dans L', hypothèse où la réforme des finances entraînerait une crise gouvernementale.
Les réponses d'Hugenberg et d'autres personnalités du même bord furent divergentes. Néanmoins, la dislocation de la large coalition qui allait du SPD jusqu'aux populistes de droite était inexorable. Lorsque le cabinet de Hermann Müller, 1876 à 1931, chuta le 27 mars 1930 avec la démission du chancelier incapable de trouver une majorité pour le vote du budget de l'État, la République de Weimar fut dès lors dans l'incapacité de rebondir. Les gouvernements n'étaient plus soutenus que par une minorité de députés. De fait, le régime n'était plus un régime parlementaire. En effet, les trois gouvernements qui se succédèrent, ceux de Heinrich Brüning 1885 à 1970, de Franz von Papen et de Kurt von Schleicher 1882 à 1934, n'étaient plus que des gouvernements dits présidentiels, qui ne vivotaient et subsistaient que par la confiance dont ils bénéficiaient auprès de président Hindenburg. Le Reichstag ne jouait plus qu'un rôle mineur. La situation politique était particulièrement instable, et les partis extrémistes gagnèrent beaucoup de crédit auprès de la population allemande. La Reichswehr pour sa part demeurait le seul élément stable, et exerçait une surveillance étroite sur le gouvernement. Ce fut d'ailleurs sous l'insistance du général Schleicher, qui possédait beaucoup d'influence sur le président Hindenburg, que Brüning, qui appartenait au Zentrum centre catholique, obtint les rênes du gouvernement. L'Allemagne totalisait alors plus de 4 millions de chômeurs. Le chômage connut d'ailleurs ensuite une ascension vertigineuse avec 5 668 000 chômeurs en décembre 1931, 6 128 000 chômeurs en février 1932 et 6 014 000 chômeurs en janvier 1933. Heinrich Brüning avait un doctorat d'économie politique et avait servi en tant qu'officier pendant la Première Guerre mondiale. Catholique fervent, il se trouva en 1920 à la tête de l'Union des syndicats chrétiens d'Allemagne. Il fut élu au Reichstag sous l'étiquette du Zentrum en 1924, et jusqu'en 1933, et se hissa à la tête du groupe parlementaire en 1929, 1929 à 1930 puis 1932 à 1933. La césure profonde que marqua la chute du cabinet Müller et l'instauration des cabinets présidentiels marquèrent la société allemande. Ainsi, le 28 mars 1930, la Frankfurter Zeitung écrivit « Un jour noir doublement funeste parce que l'objet de la lutte, dans son insignifiance, entretient une disproportion grotesque avec de lourdes conséquences qui risquent d'en résulter. La droite parlementaire, mais aussi celle extra-parlementaire, était favorable à ce changement politique majeur, seule susceptible d'après elle, d'en terminer avec l'état social de Weimar. » Le choix du président Hindenburg déboucha sur la mise en place d'un cabinet de concentration bourgeoise, avec des hommes du Zentrum, des démocrates, des hauts fonctionnaires, des membres de l'aile agrarienne de la droite nationale en rupture avec Hugenberg. L'homme important de ce gouvernement était l'ancien général Wilhelm Groner, 1867 à 1939, ministre de la Défense, poste qu'il cumula avec celui de ministre de l'Intérieur à partir de 1931. Groner imposa l'interdiction de la SA et de la SS, ce qui entraîna à droite de très vives réactions. Lorsqu'il soutint cette politique au Reichstag, Groner fut pris à partie par Hermann Göring. Il essaya alors de se justifier en prenant la parole en personne. Il fut malmené par les élus nazis et sa santé défaillante, il souffrait de diabète, ne lui permit pas de faire efficacement front. Affaibli physiquement et politiquement, il se réfugia chez Schleicher qui lui conseilla de démissionner. Il en appela alors au président Hindenburg, qui lui dit qu'il ne pouvait intervenir. Ce désaveu, l'humiliation et sa santé firent que Groner ne réapparut pas sur la scène politique après sa démission le 30 mai 1932. Les principaux objectifs de Brüning étaient le règlement de la question des réparations suite au traité de Versailles, la résorption de l'épineux et douloureux problème du chômage ainsi que l'assainissement du budget de l'État par le choix d'une politique déflationniste. Si au début de son action, Brüning avait obtenu la confiance de la droite au Reichstag, 252 voix contre 187, il fut ensuite mis en minorité le 16 juillet 1930 au sujet de la loi de finances. De son côté, depuis l'échec du putsch de la brasserie en novembre 1923, Hitler continuait à suivre la ligne politique assez prudente qui était désormais la sienne. Certaines dissidences se firent jour au NSDAP à cette époque en raison du choix de cette stratégie. Par exemple,
Otto Strasser fit sécession et monta le Front Noir, dit Schwarze-Front, qui se voulait être une école des officiers et des sous-officiers de la Révolution allemande. Ce Front Noir fut rejoint par certains membres du Stahlhelm, casque d'acier. Otto Strasser parvint à provoquer quelques mutineries parmi la SA, mais il n'arriva jamais à faire réellement décoller son groupuscule. D'autres crises virent le jour au sein du mouvement nazi. Ainsi, en 1930, une crise entre la SA et le parti secoua les milieux nazis. Il s'agissait d'un conflit relatif aux élections législatives de septembre 1930. En effet, Walter Sten, l'un des principaux responsables de la SA dans l'est de l'Allemagne, essaya d'imposer le fait que plusieurs membres de la SA fussent placés en tête de liste dans des circonscriptions favorables aux nazis. Mais, le NSDAP ne céda pas à la pression, entraînant la démission le 12 août 1930 du commandant de la SA Pfeffer von Salomon. Finalement, le ton montant largement en raison du jeu trouble de la SS, des SA investirent par la force les bureaux du NSDAP à Berlin, ce qui nécessita l'intervention de la police pour ramener le calme. Hitler fut alors obligé de descendre personnellement dans l'arène, et tint le 1er septembre une réunion au cours de laquelle il prononça un discours devant les SA berlinois, et reprit les choses en main. Mais d'autres heurts entre SA, SS et NSDAP se produisirent les jours suivants à Augsbourg, Dachau, Hanau. Lors de chacune de ces crises, les autorités du parti bénéficièrent de la protection de la SS. L'Obergruppenführer SA, August Schneiduber, 1887 à 1934, rédigea le 30 novembre 1930 un mémorandum qui reprenait les critiques souvent développées dans les cercles dirigeants de la SA vis-à-vis de la direction du NSDAP. La SA n'avait pas à se retrouver sous le commandement de politiciens. Le 7 mars 1931 à Munich, Hitler prit la parole devant les SA pour défendre sa conception de la marche à suivre, contestée à l'intérieur du mouvement. On m'accuse d'être trop lâche pour combattre illégalement. Je ne suis certainement pas trop lâche pour cela. Je suis seulement trop lâche pour exposer les SA au tir des mitrailleuses. Nous avons besoin des SA pour des choses plus importantes, à savoir la construction du Troisième Reich. Nous respecterons la Constitution, et atteindrons tout de même notre objectif. La Constitution prescrit le droit d'accéder au pouvoir. Quant aux moyens que nous employons, c'est notre affaire. Une seconde révolte conduite par le capitaine Walter Sten éclata le 1er avril 1931. Himmler écrivit plus tard au sujet de ces événements : « Les hommes de la SA n'étaient pas dans l'erreur, c'était seulement Herr Pfeffer et sa camarilla qui se trompaient, eux qui rêvaient de transformer les SA en corps francs chargés de la protection du NSDAP, d'intervenir ainsi sur les décisions politiques et occasionnellement de faire pression sur le Führer. La SA recherchait à attirer le plus souvent des jeunes gens issus de la classe ouvrière et moyenne, alors que la SS essayait davantage de séduire des hommes de conditions sociales plus élevées. Les désaccords entre la SA et la SS se poursuivirent si bien qu'à la fin 1932, Röhm fit la constatation dans une circulaire confidentielle adressée aux plus hautes instances de la SA ainsi qu'au Reichsführer SS, que de trop nombreuses plaintes au sujet de querelles SA-SS remontaient à ses oreilles et que pour régler ces problèmes il envisageait une réunion au plus haut niveau. Les événements politiques qui suivirent en décembre 1932 et début 1933 ne lui en laissèrent pas le temps. Cependant, en contrepartie de ces secousses internes, Hitler avait obtenu une certaine confiance de la droite traditionnelle. Il avait notamment noué des liens avec le magnat de la presse Alfred Hugenberg, qui était également l'un des principaux actionnaires de la société de cinéma UFA. Hitler entretenait aussi des rapports cordiaux avec le leader du syndicat patronal des mines de la Ruhr, Emil Kirdorf, 1847 à 1938. Lors des élections législatives du 14 septembre 1930, le NSDAP fut en net progrès en passant de 12 députés élus au Reichstag à 107, avec un total de 6 400 000 voix soit 18,3% des voix et une augmentation de 15,7% et 95 sièges de mieux. Le parti nazi devint le second parti d'Allemagne derrière le SPD et ses 24,5% et 143 sièges et 8 572 000 voix. Hermann Göring, Joseph Goebbels 1897 à 1945, Heinrich Himmler, Robert Ley 1890 à 1945,
Sepp Dietrich, 1892 à 1966, et Alfred Rosenberg, 1893 à 1946, figuraient parmi les nazis élus. Succès également des nazis aux élections régionales du Brunswick. Conforté par ces résultats électoraux, Hitler s'entretint avec Schleicher, lui proposa de respecter la neutralité de la Reichswehr et demanda en retour la libre disposition de ses troupes de combat. Le gouvernement Brüning démissionna début octobre 1931. Le chancelier se succéda à lui-même et forma un gouvernement plus à droite que le précédent. Le 11 octobre 1931 se déroula à Bad Harzburg une vaste manifestation de la droite nationaliste qui vit se réunir Hitler, Hugenberg, Franz Selte, 1882 à 1947, Heinrich Claß, 1868 à 1953, Hjalmar Schacht, 1877 à 1970, Hans von Sicht, 1866 à 1936, et leurs nombreux sympathisants respectifs, NSDAP-DNVP Stahlhelm, Reichsland Bund der Frontsoldaten. Le Harzburger Front fut ainsi créé. Cette réunion de l'ensemble de l'extrême droite anti-républicaine déboucha sur un programme de Harzburg qui exigeait le renvoi du chancelier Brüning, la tenue de nouvelles élections, le départ du président SPD Braun du Conseil de Prusse. Lors de cette manifestation, Hitler attira l'attention sur sa personne en quittant ostensiblement la tribune à l'instant où les hommes du Stahlhelm succédèrent au défilé de la SA. Ce geste provocateur devait signifier à tout son indépendance à l'encontre de la vieille droite allemande. Il n'était alors plus question de savoir si Hitler allait obtenir le pouvoir, mais plus simplement s'il pourrait agir seul ou avec le nécessaire appui de la droite traditionnelle. La contestation des nazis au Reichstag était permanente. Ainsi, à titre d'exemple, afin de protester contre une interdiction du port de l'uniforme promulguée par le gouvernement de Prusse, les 107 députés nazis entrèrent, le 17 octobre 1930, dans l'hémicycle vêtus des chemises brunes de la SA. Gregor Strasser, 1892 à 1934, responsable de l'organisation du Reich du NSDAP lança « Nous sommes antiparlementaires par principe. Nous sommes aujourd'hui pour la démocratie de Weimar. Nous sommes pour la loi de protection de la République, tant que cela nous conviendra. Et nous réclamerons et maintiendrons toute position de pouvoir sur la base de cette démocratie, aussi longtemps que nous le voudrons. » Le Reichstag n'avait plus aucun pouvoir, et la politique de l'Allemagne était sous l'influence de groupes extra-parlementaires. Les violences se succédaient dans les rues entre les groupes nazis et communistes. Mais touchant presque au but, Hitler adopta par péché d'orgueil une tactique qui ne s'avéra pas payante. En effet, en janvier 1932, Brüning lui soumit la proposition suivante: accepter la prorogation pour 2 ans du mandat présidentiel de Hindenburg et ne pas recourir à une nouvelle élection. En contrepartie de cet accord, Brüning se retirait de la chancellerie et Hitler était nommé chancelier. Hitler, qui venait depuis peu d'obtenir la nationalité allemande en raison de sa nomination comme fonctionnaire d'État par le gouvernement nazi du Land de Brunswick, était persuadé de remporter l'élection présidentielle et il préféra refuser cet arrangement. Finalement, la nouvelle élection présidentielle se déroula les 13 mars et 10 avril 1932. Malgré une campagne offensive, Hitler échoua au second tour face à Hindenburg qui était soutenu par les conservateurs mais également par la gauche non communiste. Cependant, les résultats du deuxième tour... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.